Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de mai et du mois de juin. On est le 18 juillet, je suis extrêmement en retard par rapport à mes updates lecture, j'ai fait d'autres choses. Voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai lu au mois de juillet, j'ai pas encore terminé le mois de juillet bien sûr, hein, je vous ai dit qu'on était que le 18 donc voilà, mais vous n'avez jamais eu d'update lecture pour le mois de mai et encore moins pour le mois de juin. La principale raison étant que le dernier livre que j'ai lu en mai, je l'ai terminé aux alentours du 15 juin, je crois bien. 26 juin. Voilà. Donc ça m'a pris extrêmement longtemps de terminer ce livre, qui était très bon au demeurant et dont je vais vous parler tout de suite. Mais c'est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas eu d'update lecture pour le mois de mai. Et aussi la raison pour laquelle je couple les mois de mai et juin, parce que vous allez voir que mon mois de juin a été absolument merdique. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. On va commencer tout de suite avec quelques stats. Vous allez pouvoir constater tout de suite l'ampleur des dégâts. En mai, on va commencer par mai, hein, bien sûr, j'ai lu 9 livres, 7 en version physique, 1 en version audio que j'ai couplé avec la version physique, et 2 livres numériques. D'ailleurs, l'audio, c'était couplé avec une version numérique. Ça représente un total de 2689 pages, soit approximativement 87 pages par jour. Ma moyenne de notes, c'est 3 étoiles. C'est le mois le plus faible de cette année pour l'instant. Et j'ai intégré 27 titres à ma pile à lire. Oui, c'est catastrophique. Pour ma défense, au mois de mai, je suis allée chez Diane. Donc j'ai visité une ville que je n'avais encore jamais visitée. On en a profité pour faire quelques librairies. Donc voilà, j'ai acheté quelques titres là-bas. Et puis il y avait les Imaginales aussi au mois de mai. Donc sur les 27 titres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que j'ai acheté aux Imaginales. Et je n'ai supprimé aucun titre de ma pile à lire qui existait déjà. Au mois de juin, j'ai lu 2 livres, 2 versions physiques, pour un total de 700 pages, soit approximativement 23 pages par jour. Tiens, j'ai pas fait la moyenne de notation, mais je crois que c'est... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 4 plus 4, donc 4. Et j'ai intégré 10 livres à ma pile à lire sans en enlever aucun. Au mois de mai, j'ai réussi à terminer l'intégralité de ma palle des cartes et en plus, j'ai réussi à participer et à terminer le 48 Hours Bookopalathon de BK. C'est un marathon de lecture qui consiste à lire plusieurs titres, ou un titre si vous le souhaitez, en fonction de critères de sélection qui sont donnés au fur et à mesure des 48 heures. Donc on a 2 premiers critères qui sont donnés à minuit, puis les 2 critères suivants à midi, puis à minuit, puis à midi. Donc ça laisse 48 heures pour lire soit 8 titres, si vous voulez essayer de compléter chacun des critères, soit, comme moi, 4 titres en essayant de coupler les critères à chaque fois, ou bien un seul titre en ayant les 8 critères remplis. Ça doit être compliqué, mais pourquoi pas. Voilà, donc je suis contente d'avoir réussi à participer à ça. Je crois que je l'avais déjà fait l'année dernière, mais l'année dernière j'avais été beaucoup plus ambitieuse. J'avais tenté de lire 8 livres. Ça avait été compliqué. Cette année, j'ai réussi à en lire 4 en décalant légèrement, en réussissant à terminer mon dernier livre après la fin du marathon. Mais en même temps, j'ai dormi entre-temps et je suis sortie, j'ai fait des choses. Donc voilà, c'était... On va dire que je l'ai réussi, pas forcément dans les temps, mais au moins j'ai réussi à lire ces 4 livres. Je vais commencer du coup dans l'ordre chronologique de mes lectures du mois de mai. La première lecture que j'ai faite, c'était Le Mystère du Lac de Jason Pament. C'est un roman graphique, une BD, et elle était dans ma palle des cartes pour une nouveauté, c'est-à-dire un livre qui est sorti il y a moins de 6 mois. Et en l'occurrence, on n'était qu'au mois de mai, mais je me suis dit que comme on était déjà quand même au mois de mai, le mieux ce serait encore que je sorte un livre qui était paru en 2022. Et la version française de ce titre est parue en 2022. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Iris, qui est cette jeune fille qui vit dans un village à la campagne, un village sympathique, mais qui rêve de quitter ce village pour partir à l'aventure. Elle a vraiment
soif d'aventure, cette gamine, et elle a son meilleur ami qui la suit un petit peu dans toutes ses aventures, même si lui est bien plus prudent et sait qu'il va passer sa vie au village, puisqu'il va reprendre l'entreprise familiale, je crois. Quelque chose comme ça. Un beau jour, ils vont tomber sur des vestiges, les vestiges d'un village qui aurait été englouti. Et le mystère du lac, donc, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. On va naviguer dans un genre de récit magie réalistique, pas vraiment, on est sur du fantastique, sur un monde parallèle, pas vraiment, parce qu'en fait on est plutôt entre le passé et le présent, les deux temporalités vont se croiser. Je vous montre quelques illustrations. Voilà, en essayant de ne pas vous spoiler. Je me suis pas spécialement attachée au personnage, j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème au niveau de la logique. Je sais bien que c'est du fantastique et que du coup tout ne peut pas être mathématiquement expliqué, logique, cartésien. Voilà, il y a une partie un peu mystérieuse et magique dans cette histoire, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était pas suffisamment logique, un peu trop facile et non expliqué. Et j'aime quand la magie est expliquée, quand il y a quand même une certaine logique derrière la magie. Là, il n'y en avait pas forcément. Donc c'était une lecture sympa mais sans plus. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a obtenu la note de 6,71 et du coup je ne vais pas conserver ce titre. Vous le retrouverez très prochainement dans ma boutique Rakuten. Ensuite j'ai lu ce qui était probablement l'une de mes lectures les plus anticipées de 2022. Le tome 3 de Chevauche Brume, l'appel des grands corps de Thibault Latil-Nicolas, qui était dans ma pile à lire, dans ma palle des cartes même, pour une lecture commune. Et c'est Diane qui l'en a sorti, donc merci beaucoup Diane, parce que c'était trop bien. Surtout que je l'ai terminé chez Diane. Voilà, donc on a lu... terminé ou pas? Non, je crois pas terminé, j'ai dû le terminer en rentrant dans l'avion, ou en arrivant à la maison. Mais on a lu une partie vraiment ensemble physiquement. Donc c'était super chouette. Bien sûr, il est tabé du début à la fin. Dans Chevauche Brume, dans le tome 1, parce que je ne vais pas vous faire le résumé du tome 3, ce serait vous spoiler. Dans le tome 1, on va faire la rencontre d'un groupe de soldats du roi qui sont envoyés au plus près de cette fameuse brume qui, vraisemblablement, est peuplée de créatures absolument abominables et qui détruit tout sur son passage. Les cultures, les habitations, les gens, les animaux, tout. Et donc nos soldats vont essayer de trouver une explication à ce phénomène et tenter de l'éradiquer. On va avoir dans cette histoire, alors c'est le pitch vraiment basique, hein, mais dans cette histoire, on va avoir des complots, un poil de romance, mais genre vraiment un poil, c'est pas du tout le pitch de base. Des relations entre les personnages, que ce soit des relations d'amitié, de haine, des relations familiales, père-fille, ouais, père-fille, de façon, comment dire, père biologique, c'est ça que je cherchais. Wouh, père biologique, fille biologique, ou bien père de substitution, fille de substitution, père de substitution, fils de substitution, amitié, je crois que je l'ai déjà dit, respect, cette histoire, elle est juste incroyable. Je la relirai, c'est sûr. Je pense qu'à un moment donné, je vais me faire un petit kiff et je vais enchaîner les 3 tomes. On reprend exactement là où on s'était arrêté. On suit des personnages qu'on suit quasiment depuis le tome 1 et auxquels on s'est forcément attaché. C'est de la high fantasy. Donc, mon petit cœur s'est fendu à plusieurs reprises parce que on est sur la bataille finale, hein, donc forcément il va y avoir des pertes. Ah, la plume de cet auteur, je sais, je vous le dis à chaque fois, vous en avez probablement marre de m'entendre le dire, mais la plume de cet auteur est absolument incroyable. Je continue à dire que Thibault Latil-Nicolas est le nouveau Tolkien. Je suis désolée, je sais, ça peut paraître prétentieux, mais non. Je suis désolée, voilà, c'est phénoménal, incroyable, j'adore.
C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit. Je vous l'ai dit, les personnages sont absolument incroyables. Les décors proposés par l'auteur sont magnifiques, même les plus hostiles. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre de lire cette série. Faites-le. Les tomes 1 et 2 sont déjà parus en poche. Je pense que le tome 3 ne devrait plus tarder, si ce n'est pas déjà le cas. Donc vous avez plus d'excuses en fait. Et voilà, je pense à ce jour, ça doit être, si ce n'est ma préférée, une de mes séries préférées de fantasy et une de mes séries préférées tout court. Donc lisez vraiment cette série. 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, 10 dans Copile, tout était parfait, il n'y a rien qui n'allait pas. Ensuite, j'ai lu La Machine de Léandre d'Alex Evans et celui-ci était dans ma palle des cartes pour un livre dont le titre commençait par la même lettre que le mois pour lequel je choisissais ce titre. On était au mois de mai, donc La Machine de Léandre, ça marche puisque je ne prends jamais en compte les articles. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Constance, qui est une professeure de magie, histoire de la magie, quelque chose comme ça, magie mécanique, puisqu'on est dans un univers steampunk, dans lequel la magie a vraisemblablement disparu et réservée à certaines catégories de personnes. Et un beau jour, son collègue va disparaître et elle va être approchée par un incube qui a besoin d'elle pour retourner dans son monde parce qu'il a été invoqué dans ce monde alors qu'il a rien à y faire. Donc il a besoin de son aide pour trouver qui l'a appelé et empêcher cette personne de continuer à appeler des créatures fantastiques, principalement des démons, dans ce monde, parce que ça peut être très dangereux, comme on s'en doute un petit peu. Alors, j'ai très peu de souvenirs de cette histoire. Elle ne m'a pas marquée, je sais que je l'ai pas forcément appréciée plus que ça. La preuve, je lui ai mis 11 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la note de 5,71, donc à peine plus de la moyenne. Je me suis pas attachée spécialement au personnage, je trouve que le style est relativement classique, n'a rien de particulièrement extraordinaire. À nouveau, gros problème au niveau de la logique, encore plus que dans le mystère du lac. L'atmosphère était vraiment chouette par contre, parce qu'on est dans cet univers steampunk que visuellement j'adore. Voilà, c'est vraiment un genre que j'apprécie énormément pour le côté visuel. Donc ça m'a beaucoup plu, mais tout ce qui gravitait autour, l'histoire, même le côté intrigant était pas tellement là. J'avais envie de connaître la fin, mais plus parce que j'avais envie de terminer le livre que vraiment par intérêt pour l'histoire et ce qui allait se passer, ce qui allait advenir de nos personnages. Du coup, j'avais mis quelques petites tabs, mais je vais les enlever et vous pourrez aussi retrouver celui-ci dans ma boutique Rakuten. Ensuite, je ne l'ai pas physiquement avec moi puisque j'ai lu la version numérique, mais j'ai lu Encens de Johanna Marine et celui-ci, il était dans ma palle des cartes pour un livre du Plib. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un personnage qui est chiromancienne, il me semble. Chiromancienne et ou cartomancienne. Je me demande si elle fait pas les deux. Dans un club, et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Au début du XXe siècle, je crois bien. J'ai un doute maintenant, j'ai pas le bouquin sous les yeux, donc j'ai pas le résumé sous les yeux non plus. Tout comme je n'ai pas les noms des personnages, puisque vous savez que j'ai tendance à oublier les noms des personnages. On va voir un serial killer qui va débarquer dans cette ville et qui va commettre des meurtres assez gore. Et on va suivre un petit peu notre personnage principal dans cette Nouvelle-Orléans à la mode steampunk. De nouveau, l'atmosphère, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette histoire, le côté steampunk, le côté New Orleans, que j'adore également visuellement. Et s'il y a un endroit aux États-Unis où je devais me rendre, je pense que ce serait celui-là. Et on va suivre donc plusieurs personnages. Le père de notre héroïne est lui-même policier et c'est lui qui enquête sur les meurtres qui sont commis. On va donc naviguer entre les points de vue de notre héroïne et les points de vue du meurtrier. Je crois même qu'à un certain moment, on a aussi le point de vue de son père, du père de l'héroïne. Peut-être même d'autres personnages secondaires. Et on va essayer de deviner qui est le meurtrier et pourquoi il commet ces meurtres. Alors c'était un peu même très perché. C'est le deuxième roman de Johanna Marine que je lis et malheureusement le premier je ne l'avais pas aimé du tout. Et je n'ai pas beaucoup plus apprécié celui-ci. Je pense que cette autrice c'est un no-go pour moi tout simplement. Voilà, je saurai à l'avenir que
ça sert à rien que j'essaye les romans de cette autrice. J'ai un gros problème avec son écriture. Peut-être que d'ici quelques années, ça se sera amélioré, mais pour le coup, là, il y avait vraiment beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Alors, je tiens à nuancer mon propos parce que je vous rappelle que j'ai lu la version numérique qui avait été offerte par l'éditeur aux membres du jury du PLIB. Ce qui fait qu'il est possible que la version que j'ai lue ait été une version non corrigée. Donc, merci de prendre ça en compte dans mon propos. Peut-être que la version définitive a été relue, corrigée et améliorée au niveau du style. Là, pour le coup, moi, c'était catastrophique. C'était laborieux d'arriver au bout de cette histoire. Je l'ai terminée absolument parce que c'était le PLIB et que je voulais vraiment aller au bout du roman. Mais c'était extrêmement compliqué. J'ai mis 3 au style d'écriture, pour tout vous dire. Donc, à quel point c'était mauvais. Bref, au total, j'ai mis 9 sur 20 sur Livre Addict à cette histoire. 2 étoiles sur Goodreads et dans Compile, il a atteint la note de 4,57. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'à l'avenir, je ne lirai plus de romans de cette autrice, sauf si elle fait de nouveau partie des finalistes du PLIB. Ensuite, on va passer au 48 Hours Bookopalathon, puisque c'était à peu près à cette période, et c'était sympa. En termes de qualité des lectures que j'ai faites, c'était sympa. J'ai eu une énorme déception. Mais je vous en parle quand j'y arrive. Pour l'instant, les 2 premiers critères de sélection, c'était Gods, donc Dieu, et mythologie. Non, moins de 300 pages. Donc, pour un livre qui faisait moins de 300 pages et qui parlait des dieux, j'avais sorti Les secrets des dieux égyptiens de ma pile à lire, écrit par Susan Lacroix, Aléa Lefebvre et Diana Calico. C'est une des encyclopédies, un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent. Je les ai tous ici. Le prochain devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas une histoire, c'est une encyclopédie des dieux et des déesses égyptiens, égyptiennes, voilà, avec leur histoire, les croyances qui sont rattachées à ces dieux. C'était vraiment magnifique. J'ai un petit faible pour la mythologie grecque depuis quelques temps, je vous l'ai dit, hein, j'ai lu Circé que j'ai beaucoup aimé, et j'en ai lu d'autres que j'ai aussi beaucoup apprécié, L'Or Olympus, Perséphone, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est surtout la mythologie dans sa globalité qui m'intéresse, parce que j'ai aussi énormément aimé celui-là. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait. Le texte était très bon, c'est très bien écrit, je crois que j'ai pas relevé une seule faute. Parce que dans ces ouvrages, malheureusement, il y a tendance à avoir parfois des coquilles, et là, j'en ai pas trouvé une seule. Donc, il a été vraiment bien relu et corrigé, ce qui est très bien. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Compile, il a atteint la note de 8,14. Ma deuxième lecture numérique pour le mois de mai, que j'ai couplée avec la version audio, c'était Dark and Deepest Red. C'est écrit par Anna Marie McElmore, et il était dans ma pile à lire du Bookopalathon, pour un livre que je devais lire soit en version numérique, soit en version audio, j'ai fait les deux du coup, et un roman avec une couleur dans le titre, Dark and Deepest Red, donc rouge. Dans cette histoire, on va faire la rencontre alors il y a plusieurs personnages bien entendu, mais on va naviguer entre 2 époques. Notre époque, plus ou moins, je crois qu'on est au début des années 2010, quelque chose comme ça, on va dire l'époque moderne, contemporaine, et Strasbourg, ça se passe toujours à Strasbourg, dans les années, je ne sais plus, 1600 quelque chose. Ça se passe, ouais, peut-être à cette époque-là. Ça se passe au moment de la fièvre de la danse à Strasbourg. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, que j'ai au départ qualifiée de légende urbaine, mais qui en fait non, n'en est pas une, puisque les faits sont réels et ça a réellement existé. À un moment donné dans l'histoire, je crois en 1600 quelque chose, j'ai un doute maintenant, mais pas grave, à Strasbourg. Alors ça a aussi eu lieu dans plusieurs autres endroits du monde, mais on va dire que Strasbourg, c'est là que ça a duré le plus longtemps et que ça a été le plus impactant pour toute la communauté. Une personne s'est soudain mise à danser
et ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à ce que mort s'en suive, et d'autres personnes ont été contaminées par le même virus. Alors on ne sait pas encore trop à quoi c'est dû, probablement à une sorte d'hystérie collective, d'après ce que l'autrice disait dans sa note à la fin de son roman. Et voilà, donc les gens se sont mis à danser et ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on va naviguer entre cette période-là et la période moderne où notre héroïne a une paire de chaussons qui la fait danser sans qu'elle ne puisse s'arrêter. Et ça devient très dangereux pour elle parce qu'à plusieurs reprises, elle manque de se tuer. Donc on a d'un côté ce fait réel, ce fait divers qui a réellement existé donc historiquement, et le conte des chaussons rouges des frères Grimm, il me semble. Et l'autrice a mixé un petit peu tout ça, et elle a eu l'idée de cette histoire pendant un séjour à Strasbourg qu'elle a fait avec son mari. J'ai énormément apprécié cette histoire, c'était génial. Parce que ça se passe à Strasbourg, je pense, parce que c'est adapté d'un fait divers qui a réellement existé, parce que l'autrice s'est extrêmement bien documentée, parce qu'elle a réussi à mixer le réel et l'imaginaire dans un résultat qui est plutôt crédible, et parce qu'elle a ajouté des petites touches d'actualité, on va dire. On a une jeune fille, le personnage principal, qui s'interroge sur sa sexualité. On a un personnage secondaire qui est trans. On a une communauté particulière qui est visée et accusée de tous les maux dans cette histoire. Alors à l'époque, historiquement, ça n'avait pas été le cas. Par rapport à la fièvre de la danse, il n'y avait pas une communauté en particulier qui avait été accusée. Mais l'autrice a rajouté cet élément dans son histoire pour être un peu plus, je sais pas, peut-être pour toucher un peu plus à l'actualité, au fait qu'on persécute certaines communautés plus que d'autres. Et c'était fantastique. L'autrice est elle-même queer et son mari est trans. Donc elle s'est aussi inspirée de leur propre expérience pour créer ces personnages. Et ça se sent en fait, c'est tellement criant de vérité la façon dont les personnages ressentent les choses, parlent de leurs sentiments, et tout au long de l'histoire, que ce soit pour leurs sentiments amoureux naissants ou pour ce qu'ils ressentent par rapport à la situation qu'ils vivent. C'était vraiment génial. J'espère qu'il sera traduit. Franchement, je l'espère parce que c'était vraiment très chouette. Le niveau d'anglais est pas hyper compliqué si vous avez envie de vous lancer, et en plus il n'est pas très long, il ne fait que 262 pages. Enfin, la version numérique que j'avais ne faisait que 262 pages, donc c'est pas forcément hyper long. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la note de 8,29. Les deux critères suivants pour le Bookopalathon, c'était Young Adult et Spooky. Donc spooky, ça veut dire un petit peu effrayant, mais genre effrayant... effrayant. En gros, c'est le mot effrayant pour les enfants. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. C'est pas horreur, quoi. C'est bouh. Voilà. On va dire ça. Donc, je suis contente parce que j'ai réussi à coller à ces deux critères tout en sortant un livre que j'avais acheté il n'y a pas longtemps et qui me fait envie depuis très longtemps. Par contre, c'est Les Portes Perdues, le tome 1 des Enfants Indociles de Shannon McGuire. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de plusieurs personnages de nouveau. Je commence mes chroniques à chaque fois par la même phrase. Non, Noémie, ça ne va pas. Donc, je recommence. Dans cette histoire, notre personnage principal, qui est une jeune adolescente qui s'appelle Nancy, va débarquer à l'école gérée par Eleanor West. C'est une école extrêmement particulière puisqu'elle accueille les enfants et les adolescents qui ont vécu une expérience assez incroyable. Ils se sont, à un moment donné dans leur vie, retrouvés projetés dans un autre monde. Et ce monde les a accueillis à bras ouverts. Et ils avaient leur place dans ce monde. C'était leur vraie maison. Ce monde était taillé pour eux. Ils étaient eux-mêmes taillés pour ce monde. Enfin, c'est l'harmonie absolument parfaite. Sauf que, malheureusement, ces enfants reviennent, parfois, pas toujours, mais reviennent parfois dans notre monde et sont tellement déboussolés et perdus d'avoir été expulsés ou de s'être retrouvés à nouveau involontairement chez nous, qu'ils n'arrivent pas à passer à autre chose et que tout ce qu'ils souhaitent, c'est retourner dans ce monde qui est vraiment le leur en fait et dans lequel ils ont leur place. Eleanor West a donc créé une école pour accueillir ces enfants
Bien sûr, c'est pas annoncé comme ça aux parents, puisque les parents ne croient jamais, presque, leurs enfants quand leurs enfants leur disent qu'ils se sont retrouvés dans un monde imaginaire. Mais Eleanor West, elle, a vécu la même chose, et donc elle accueille ses enfants à bras ouverts. Nancy, donc notre personnage principal qui est une ado et qui a vécu dans un de ces mondes, arrive à cette école pour tenter de se remettre un peu de ses émotions, sachant que, comme je l'ai dit, la plupart de ses enfants, même quasiment tous ses enfants, ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner dans leur monde. Et malheureusement, dans l'école d'Eleanor West, les personnes, je vais pas vous dire qui, les gens commencent à mourir les uns après les autres, de façon particulièrement atroce, d'où le côté spooky, et j'ai adoré, c'était trop bien. Alors, je suis un poil déçue, parce que je m'attendais à l'aimer encore plus que ça. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. Le pitch de base me plaisait énormément, voilà, l'histoire, l'atmosphère, le côté spooky est vraiment, vraiment bien présent. On est même à la limite du gore parfois, parce que la façon dont les cadavres sont découverts, enfin, ont été mutilés, c'est quand même assez hard, donc prudence si vous êtes sensible à ce genre de choses. On parle d'enfants, d'adolescents, donc il est possible qu'une de ces victimes soit relativement jeune, je préfère vous le dire. Je me suis pas tellement attachée aux personnages en revanche, je sais pas, je les ai trouvés très bizarres. Alors ça fait un peu Miss Peregrine et les enfants particuliers, ils sont vraiment perchés les gamins, hein. Ils reviennent d'un monde qui leur était quasiment entièrement dédié et qui parfois est très très space. Mais ils sont quand même attachants d'un certain côté, même si, comme dit, il y en a qui m'ont un peu plus plu que d'autres. C'était vraiment chouette. Je suis contente de l'avoir lu et j'ai hâte de lire la suite. Dans cette série, je crois qu'elle va comporter 7 tomes, ou alors il y a déjà 7 tomes qui sont parus et il y en aura plus, je ne sais pas. En fait, on va alterner. Donc dans ce tome, on était dans l'école d'Eleanor West dans notre monde, avec les enfants dans notre monde. Le tome suivant sera un tome où on va suivre certains de ces enfants dans leur monde imaginaire. Et de nouveau, le troisième tome, ce sera dans notre monde, etc. etc. Et j'ai lu le résumé du tome 2 et on va suivre des personnages qu'on a rencontrés dans ce tome, dans leur monde imaginaire. Donc voilà, malheureusement, c'est pas les personnages que j'ai préférés. Donc on verra comment je réussis à m'adapter à la suite. En tout cas, c'était vraiment très très chouette. Il est super court. Je suis étonnée que ce soit Pygmalion qui l'ait publié, mais pourquoi pas. Voilà, donc je vous conseille cette lecture. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copain, il a atteint la note de 8,29. Et le dernier titre que j'ai lu dans le cadre du Bokopolathon devait compléter les critères Water on the Cover, donc de l'eau sur la couverture, et Feed Scroll, c'est-à-dire que je devais aller dans un de mes fils d'actualité, que ce soit Facebook, Instagram, Goodreads, et le premier titre sur lequel je tombais et qui faisait partie de ma pile à lire globale, je devais l'en sortir. Pile à lire physique, puisque le but c'était de lire des livres physiques. J'ai commencé par scroller sur mon feed Instagram et je n'ai pas trouvé de livre qui correspondait à ces deux critères. Donc je suis ensuite allée sur Goodreads et le premier livre sur lequel je suis tombée qui correspondait pas vraiment aux critères, c'était le tome 2 ou 3, je crois, d'une série, dont le tome 1, lui, correspondait aux critères. Donc j'ai décidé de plier légèrement les critères pour que ça colle à ce que j'avais envie de lire. Et j'ai sorti Blanche-Neige, le tome 1 des contes interdits de L.P. Sicard. Alors, Feed Scroll, donc, puisque je l'ai choisi grâce à mon fil d'actualité Goodreads, et Water on the Cover. Alors, il n'y a pas vraiment d'eau sur la couverture, mais il est bleu. Et Becca avait dit qu'on pouvait mixer le côté eau, parce que le mot water était entre guillemets, donc c'était vraiment soit l'eau, soit quelque chose qui rappelait l'eau. Ça pouvait être des coquillages, rien que la couleur, ça allait. Ça pouvait être de la neige, parce que la neige, c'est de l'eau. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai lu Blanche-Neige et j'avais super hâte de le lire, parce que c'est parti de ma palle depuis très 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 longtemps. D'abord en version numérique et en version physique depuis, là, il y a pas tellement longtemps, puisque je l'ai acheté, je crois, en mai. C'est une réécriture horrifique de Blanche-Neige. Et ça a été ma plus grosse déception du mois de mai, peut-être même de l'année.
Ah, je suis dégoûtée. Ça m'a donné envie de ne pas continuer la série, malheureusement. On va effectivement être sur une réécriture horrifique de Blanche-Neige. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose de plus parce que je veux pas vous spoiler. On est sur une réécriture contemporaine et dans un univers auquel je ne m'attendais pas du tout et qui ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Attention, c'est extrêmement gore, extrêmement violent, extrêmement vulgaire. Ça, je m'y attendais. Mais je pense que le fait que ça a été couplé avec une thématique et un décor... Je me suis fait une crampe au pied. Un décor que j'ai pas apprécié. Alors, je vous ai dit que c'était gore, violent, etc. Il faut quand même que je vous précise aussi qu'il y a d'énormes trigger warnings en plus de ce que je viens de vous dire. On va parler de viol. Enfin, on va parler... Non, on va pas que faire... On va pas faire qu'en parler. On va voir, on va assister en direct live à un viol. Plusieurs viols même, je crois. On va parler d'automutilation, on va parler de suicide, de tentative de suicide. C'est vraiment horrible. Donc si vous avez le cœur bien accroché et que c'est pas des sujets qui vous rebutent au niveau littérature, ben allez-y, foncez parce que vraiment c'est bourré de ce genre de trucs. Moi, ça m'a limite dégoûté en fait. Donc voilà, j'ai eu énormément de mal à le terminer, mais je l'ai fini. Je ne lirai pas le reste de la série. Chaque tome est écrit par un auteur différent. Donc le style sera forcément différent. Mais on reste quand même dans des réécritures horrifiques et hard, très très hard de contes classiques. Et je sais que je crois que c'est le tome 3, Hansel et Gretel, est très problématique parce qu'en plus on parle de pédophilie. Donc je crois que le tome 2 c'est le petit chaperon rouge. Mais comme dit, j'ai pas envie de m'infliger ça. Il y a tellement d'autres livres qui me font du bien à lire dans ma palle que ce genre de littérature finalement, ben, c'est pas pour moi. J'ai essayé parce que le principe me semblait assez cool, mais alors pour le coup, on m'a pas vendu du rêve. Hein. C'est vraiment le livre, donne vraiment ce qu'on en attend. Quand vous attendez ce genre de choses. Finalement, moi, c'était pas mon truc. Mais au moins, j'aurais essayé. Petite précision aussi, j'ai pas aimé le style de l'auteur. Alors, on est sur... il me semble que c'est toute la collection. Je pense que tous les auteurs sont québécois. Et du coup, ben voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, je crois dans mon vlog, dans lequel je vous présentais celui-ci. Il y a des tournures de phrases qui sont correctes hein, en québécois, mais qui à l'oreille d'une française ne sonnent pas juste du tout et m'ont heurté visuellement. Voilà. Donc, tant pis. Au moins j'aurais essayé. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Si ça vous intéresse, celui-ci aussi du coup sera dans ma boutique Rakuten. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads et dans Copail il a atteint la note de 6,43. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est le livre qui m'a pris 40 jours à lire. C'est Une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken. Et il était dans ma palle des cartes pour un livre avec un animal sur la couverture, puisque vous pouvez voir qu'il y a un corbeau en bas de la couverture. C'était un des finalistes du PLIB qu'il me restait à lire. Désormais, il ne me reste plus que D'or et d'oreiller, que je vais essayer de lire prochainement, afin d'être à jour dans mes lectures du PLIB, et de pouvoir, le jour où les votes seront ouverts pour le finaliste, voter tout de suite dans la foulée. Ce titre m'a pris 40 jours à lire, parce qu'il fait 658 pages, que c'est écrit rikiki minuscule. Bon après je l'ai lu en version numérique, hein, donc j'aurais pu agrandir la taille des caractères. Mais c'est super dense, et c'était incroyable. J'ai adoré ce livre. C'est de la high fantasy, donc on est dans un univers moyenâgeux, en tout cas au niveau de l'ambiance. Et dans cet univers, les jeunes filles des villages participent à un rituel assez spécial et qui m'a légèrement heurtée quand j'ai lu ce rituel. Elles sont réunies sous une tente à un certain âge, je pense que ça doit être aux alentours de leurs 12 ans, 11-12 ans. Et la chamane du village va briser leur hymen.
Ouais, je sais, c'est space, hein. Enfin, c'est pas clairement décrit comme ça, mais on assiste à la scène. Et pour moi, ça paraît assez évident que, en gros, c'est ça. Les jeunes filles dont l'hymen a été brisé et qui ont saigné sont... Je sais pas, elles reçoivent pas les honneurs, mais disons qu'elles sont prêtes à fonder une famille, à se marier, à avoir des enfants, tout ça. Et notre héroïne, qui passe également ce rituel, ne saigne pas. Elle a le sang sombre donc, et elle va être envoyée à la capitale pour devenir une espionne, un corbeau, au service du roi. Comme je vous l'ai dit, elle est extrêmement jeune, et j'ai eu du mal au début à m'attacher à son personnage, mais on va grandir avec elle. Et on va suivre son apprentissage en tant qu'espionne du roi. Elle va être... Je vais pas trop vous en dire en fait. Je pense que je vais presque même m'arrêter là au niveau du résumé. Parce que je me suis plongée dans cette histoire sans rien en connaître et c'était vraiment incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper complexe. High Fantasy, on est sur beaucoup de politique, on a une myriade de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. On s'attache à des personnages qu'on va voir disparaître au fur et à mesure, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, High Fantasy. Donc c'était poignant, c'était intense, c'était dense, mais c'était super intéressant, très très bien construit. Je crois que c'est son premier roman. Et c'est une maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler. C'est la maison d'édition Les Trois Nornes, à laquelle je vais m'intéresser du coup parce que je suis curieuse de voir s'il publie autre chose. Je pense que je vais l'acheter, ce livre, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont complexes, hyper intéressants. Le style est très bon pour un premier roman. Il me semble que c'est son premier roman. Maintenant, j'ai un doute, j'ai peur de vous dire des bêtises. Mais en tout cas, le style est très bon. L'atmosphère, l'histoire, le côté intrigant, j'avais vraiment envie de savoir où ça allait nous mener, puisque les prémices de l'histoire ne nous laissent pas du tout envisager la suite. Attention, parce qu'on a quand même des trigger warnings, on va parler d'agression sexuelle, on va parler de... on va dire viol, mais j'ai un doute maintenant. On va dire viol quand même. Mutilation, massacre, c'est gore, c'est assez gore. C'était génial, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et j'ai eu très peur de ne pas pouvoir faire la distinction entre cette histoire et Prospérine, virgule point, puisque même si elles n'ont absolument rien en commun, je les ai quasiment aimées autant l'une que l'autre. Cependant, même si Une couronne d'os et d'épines a également reçu 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, elle a en revanche reçu 9,43 dans Copile, qui est un poil, un chouïa moins que Prospérine, virgule point, qui avait reçu dans les 9, 50, 60 quelque chose. Donc à l'heure d'aujourd'hui, mon roman finaliste pour le PIB, c'est toujours Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Lord Dargelos. Peut-être que ça changera quand j'aurai lu D'or et d'oreiller, mais pour l'instant c'est toujours le cas. Je vous conseille en attendant vivement de découvrir ce titre parce que c'était vraiment génial. High Fantasy française, c'est rare, à part Thibault Nicolas bien sûr, d'avoir une qualité d'écriture pour un roman aussi peu connu en fait. C'est surtout ça. C'est le fait que ce roman, personne n'en a jamais parlé. Moi je vous en parle, je suis ravie qu'il fasse partie des finalistes du PIB parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le lire et qui vont le promouvoir et je suis contente vraiment pour l'autrice parce que c'était génial. Inutile de vous dire, je vais vous le dire quand même, que j'ai largement foiré ma palle des cartes du mois de juin. Cependant j'ai réussi quand même à lire 2 livres. Je vous l'ai dit, hein, Une couronne d'os et d'épines, je l'ai fini à la fin du mois de juin. Donc forcément, je l'ai tellement traîné. Je me suis retrouvée dans une grosse panne de lecture aussi. Le mois de juin, ça a été un mois extrêmement compliqué pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au niveau professionnel qui a empiété sur ma vie personnelle, ça a été compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai lu notamment Lightfall, le tome 1, La dernière flamme de Tim Probert. C'est une BD qui était dans ma palle des cartes pour une lecture graphique et qui était également dans ma pile à lire du Whatever-a-thon, puisque au mois de juin il y avait le Whatever-a-thon, auquel j'ai participé vite fait, mais j'ai pas fait gagner énormément de points à mon équipe, hein, ça je peux vous le dire. Et il était donc dans ma palle pour le Whatever-a-thon pour
un livre avec du vert sur la couverture, un livre avec un titre en un seul mot et un format différent, format BD. Donc, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va faire la rencontre de Béa qui vit avec son grand-père qui est un sorcier cochon, qui perd un petit peu la boule et qui va partir un jour en expédition pour récupérer des ingrédients, je crois, pour ses potions. Sauf que comme il perd la boule, Béa va devoir partir à l'aventure pour essayer de le retrouver parce qu'il a complètement disparu. Il était le gardien de la flamme éternelle et c'est Béa désormais qui se retrouve à protéger cette flamme. On est dans un univers de fantasy avec une créature extraterrestre, vraisemblablement. Je ne suis même pas sûre que l'histoire de Béa et de son grand-père se déroule sur Terre au départ, pour tout vous dire. On va avoir une belle histoire d'amitié, une belle aventure, une mythologie assez intéressante. Je vais vous montrer quelques illustrations. Voilà, c'était vraiment très chouette. Le tome 2 sort au mois d'août, il me semble, en version française. Et j'ai hâte de le découvrir parce que franchement c'était super chouette. J'ai vraiment passé un très bon moment. On termine en plus sur un cliffhanger, oui, vite fait. Disons qu'on sait pas trop où on va. Mais Béa n'a toujours pas retrouvé son grand-père à la fin de ce tome 1. Donc on espère qu'elle va réussir à le faire. Et je trouve que le personnage qui l'accompagne est vraiment touchant, adorable. Voilà, la relation qui va se créer entre eux est assez incroyable et j'aime beaucoup cette histoire. Donc comme dit, j'ai très hâte d'avoir la suite. Je vous la conseille vraiment. C'est jeunesse, mais jeunesse plus, on va dire. Pas ado, pas tout à fait ado, mais jeunesse plus. Et c'était vraiment très beau. Et le dernier livre, enfin, de cette update lecture, c'était ma lecture commune de La trahison de Camelot, tome 2 de l'ascension de Camelot, de Kirsten White. Et j'ai fait cette lecture commune avec Magali. Enfin, on a commencé ce livre en lecture commune et on a toutes les deux laissé tomber à un moment donné, chacune pour des raisons qui nous sont propres. Je crois qu'on a dû lire les 2 premières parties à peu près dans le timing. Et puis après, voilà, comme dit, moi j'ai eu un gros moment où je n'ai rien lu au mois de juin. Et j'ai fini ce titre quasiment d'une traite en fait. Bref, on a commencé une LC, on l'a pas terminé, mais j'ai fini le roman. J'avais lu le tome 1 en LC avec Magali, on avait beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé ce tome 2. Dans le tome 1, on est sur, là aussi d'ailleurs, on est sur une réécriture de la légende du roi Arthur, du point de vue de Guenièvre, sa femme. Sauf que Guenièvre n'est pas celle qu'on croit qu'elle est. Voilà, en gros, tout simplement. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais dans le tome 1, on rencontre tous les personnages de la légende de la table ronde. L'autrice a décidé également d'inclure les personnages de la légende de Tristan et Iseux. Donc on a un mix de ces 2 légendes. On a des personnages qui sont queer, on a des personnages qui sont très intéressants et très bien construits. Le style de l'autrice est très agréable. Comme je vous l'ai dit, il était dans ma palle des cartes pour une lecture commune et il faisait aussi partie de ma pile à lire pour le Whatever Happen et je l'avais sorti pour les critères genre préféré, donc c'est la fantasy. Fantasy et en plus réécriture, vous savez que j'adore les réécritures, que ce soit de contes ou de légendes. Pour le critère continuer une série, parce que c'est le tome 2 d'une trilogie, et pour le critère Paul, donc c'est-à-dire que j'avais mis sur Instagram des icônes, des smileys représentant chacun un livre en particulier, et c'est l'épée qui était sortie vainqueur, et l'épée représentait celui-là. Donc voilà, c'est vous qui avez choisi en gros ma lecture sans savoir vraiment quels étaient les titres, et c'est celui-ci qui était sorti. C'était vachement chouette, j'ai adoré, comme j'avais aimé le tome 1, j'ai très hâte d'avoir le tome 3 qui devrait paraître d'ici la fin de l'année je pense. J'aimerais bien réussir à le lire cette année, ça me permettrait de compléter la trilogie, de terminer une nouvelle série et ce serait plutôt cool. En tout cas ouais, je vous conseille vraiment cette histoire si vous aimez
de base, la légende du roi Arthur, comme je vous l'ai dit, elle est modifiée. Enfin, c'est pas la légende du roi Arthur juste réécrite, elle est vraiment retravaillée avec un élément majeur qui change et qui fait que toute l'histoire est modifiée, tout simplement. Mais j'adore ce principe, et plus on avance, plus on comprend, enfin on pense comprendre ce qui se passe réellement, et j'adore. En fait, dans le premier tome, l'autrice nous fait partir sur un principe de base, et dans ce tome 2, on commence à remettre en cause, à interroger, à se questionner sur ce principe de base. Est-ce que vraiment, au départ, c'était ça? On ne sait pas. La réponse dans le tome 3, je pense, et j'ai très hâte de l'avoir entre les mains. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 8,29. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire comment se sont déroulés vos 2 derniers mois de lecture, le mois de mai, le mois de juin. Est-ce que vous avez des nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez abandonné des titres? Est-ce que vous avez été déçus par certains titres, comme moi je l'ai été par Blanche-Neige, par exemple? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!